Les sorcières n'existent pas au Moyen-Âge, sauf que il y en a une qui va enflammer l'imagination au XIXe siècle. Catherine de Châteauneuf, la maîtresse du chef des écorcheurs. Mais qui est Catherine ? Fut-elle vraiment brûlée pour sorcellerie ? Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors, on connaît Catherine de Châteauneuf grâce au procès-verbal de son jugement. Un procès en sorcellerie ? On verra ce qu'il en est de son jugement et de ce que l'on peut en conclure à la fin de la vidéo. Mais avant, je souhaiterais vous remettre un peu de contexte et vous raconter l'histoire de la vie de Catherine. À la naissance de Catherine, les Châteauneuf occupent la forteresse de Châteauneuf, d'où ils tiennent leur nom, et ce, depuis 9 générations. Cette forteresse est un lieu stratégique en Bourgogne. Le père de Catherine est né en 1380, au beau milieu de la guerre de 100 ans. La Bourgogne, pendant la guerre de 100 ans, c'est quand même chaud. Ce n'est pas là où s'affrontent les Armagnacs et les Bourguignons, deux branches cadettes de Valois ? C'est bien la région qui sera dévastée par les écorcheurs. Merci Trublion, tu viens de résumer le contexte mieux que je ne l'aurais fait. Alors, Châteauneuf, le père, va se faire un nom dans ce contexte politique tendu, où la France est envahie par les Anglais et gouvernée par un roi qui souffre de démence, Charles VI, dit Charles le Fol. Les Châteauneuf seront des fidèles de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et le père de Catherine se fera connaître pour plusieurs faits d'armes, dont les plus connus sont sa participation à la bataille d'Azincourt, dont il sortira vivant, c'est suffisamment rare pour être précisé, sa présence sur le pont Montero, à côté de Jean sans Peur, lorsque ce dernier se fera assassiner. Cela illustre bien la proximité et l'importance des Châteauneuf dans la noblesse bourguignonne. Sa participation à la bataille de Coulanges, bataille qui sera sa dernière bataille, puisqu'à l'âge de 51 ans, il prend sa retraite. Cet homme est mon héros. Je m'en doute, Trublion. Pour la petite blague, j'ai calculé qu'il aurait cotisé pendant 43 ans puisqu'il a commencé sa carrière à l'âge de 8 ans, âge auquel il perdit son père. Voilà. Bon, en plus, il est reconnu pour être un seigneur qui administre ses terres avec sagesse. Et si on a peu de traces des actes administratifs, on sait tout de même qu'à la naissance de Catherine, il a franchi les habitants de Vandenesse, de Mainforte, de Fort-Mariage et de Serre-Condition. Avec son épouse, Isabelle de Plancy, il aura ses enfants sur le tard. Catherine, née en 1419, puis Marguerite et Jeanne. Que des filles ? Effectivement. Et si avant la guerre de 100 ans, cela n'aurait posé aucune difficulté ? À cette époque, cela commence à être un sacré problème. Que des filles. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui était prévu qu'il ait que des filles, puisque la petite Catherine sera confiée dès ses 8 ans à sa tante, Jeanne de Plassy, qui a des terres dans l'Aube. Mais 5 ans plus tard, elle est renvoyée à Châteauneuf, Jeanne de Plassy ayant accouché d'une petite fille. Elle est donc de retour à Châteauneuf en 1432, à l'âge de 13 ans. Dès lors, il semble évident que c'est elle qui finira par hériter du château. Elle devient une promise de choix, qui attire les convoitises. Alors que Catherine, elle, est un fort caractère, libre, et qui compte bien mener sa vie comme elle l'entend, et en gardant le château, cela va de soi. On sait qu'elle cassera la gueule de son cousin qui a osé lui dire « Un château pour une fille, voilà qui est risible. Comment, ma pauvre amie, croyez-vous pouvoir vous opposer à moi, Boison de Chaudenay ?» D'ailleurs, retenez ce nom. Il vous sera utile pour la suite de l'histoire. Chaudenay. Pour compléter le tableau de Catherine, le premier amour de la gamine est un trobard, un troubadour, dont elle s'amourache follement. Évidemment, elle ne pourra pas l'épouser. Non, on lui choisit, en 1437, Henri d'Enel, ou d'Azuel, pour le meilleur et pour le pire. Et des témoignages que l'on en a, ce fut surtout pour le pire. Comme disait Issel, il avait été vivement saisi de jalousie, mais la dite Catherine ignorait de quelle personne si ce n'est des jeunes hommes avec lesquels celui la voyait parler et se mesurer au jour. Pour laquelle cause elle sentait qu'il était souvent troublé et qu'elle ne lui était pas agréable et qu'au commencement, il ne l'avait pas en grand amour.
c'est un homme jaloux. Alors oui, mais il n'est peut-être pas le seul responsable de la situation. Vous verrez au fil de l'histoire que les mœurs de Catherine sont assez légères au vu de l'époque, et qu'elle se permet des choses que peu oseraient. Quoi qu'il en soit, cette malheureuse histoire d'amour ne durera pas, puisqu'en 1439, la peste emporte le mari de Catherine, Henri d'Esnel, son fils, qu'elle a eu avec Henri d'Esnel, et sa mère, Isabelle de Plancy. À ce moment-là, elle retourne vivre à Châteauneuf. Malheureusement, 2 ans après, c'est au tour de son père de mourir à l'âge de 61 ans. Je résume, elle est veuve, libre et à la tête d'une fortune. Exact. Et je précise qu'à l'époque, la veuve aux mœurs légères est très mal vue. Et en plus d'avoir des mœurs particulières, elle a des idéaux, la Catherine. Par exemple, elle est persuadée que si les écorcheurs ravagent la région, c'est parce qu'ils sont rejetés de tous. Pardon ? Oui, pendant la guerre de 100 ans, on a embauché à tour de bras des mercenaires. Et là, ils se retrouvent désœuvrés sans mission. Et donc, dans un grand élan de générosité altruiste, elle décide d'accueillir Antoine de Chabannes et toutes ses troupes à Châteauneuf. Pardon ? Ah oui, elle va jusqu'au bout de ses idées. Elle ne se contente pas de manifester place de la République. Et ça va mal se passer ? Ça dépend pour qui. Parce qu'elle n'est pas folle, la guêpe. Certes, elle accueille les écorcheurs, mais elle ne leur donne pas accès à la cour principale et elle a bien pris soin de relever l'escalier qui monte au donjon. De plus, elle a placé ses hommes de sorte qu'ils puissent réagir au moindre incident, et derrière chaque meurtrière se trouve un archer. Mais rien du tout. Tout heureux d'avoir trouvé refuge pour l'été, ils vont prendre leur quartier. Alors certes, ce sont des compagnons un peu bruyants, mais de joyeux compagnons. Surtout qu'elle va faire la connaissance d'Antoine de Chabannes. Antoine de Chabannes ? Le fameux, le chef des écorcheurs ? Oui, et il va être charmant avec elle, et surtout charnel. Mais comment va-t-elle faire pour les nourrir tous ? Ah ben ça, il se démerde. Et il se démerde très bien en pillant toutes les seigneuries voisines. Hein, voilà. Enfin, soyons clairs, la seule seigneurie qui sera épargnée cet été-là, ça sera la sienne. Ils vont tuer tout le monde alentour ? Non, ils sont beaucoup plus fins que cela. Ils menacent juste de tuer tout le monde si on ne leur verse pas une rançon relativement raisonnable au vu du danger qu'ils représentent. Et tous les seigneurs seront trop heureux de leur payer la dite rançon au rubis sur l'ongle plutôt que de les voir dévaster leurs terres. Et tu te doutes qu'une fois l'été passé, beaucoup vont vouloir que cette jeune veuve trouve un époux pour la recadrer sec. De plus, comme par hasard, au village de Châteauneuf, de drôles d'événements vont se dérouler. On va retrouver des chats, des vipères ou encore des chouettes effraies clouées aux portes. Sorcellerie. Alors l'enquête montre très vite que le coupable n'est qu'un bûcheron nommé Olivier Le Frisé. Et celui-ci dénonce encore plus vite son commanditaire, les Chaudenay. Vous vous rappelez les Chaudenay ? Ceux qui trouvaient ridicule qu'une femme puisse hériter d'un château. Ils l'ont certainement fait pour se venger, d'une part de la présence des écorcheurs, à qui ils ont dû verser des rançons, et d'autre part du fait que les avances et les demandes en mariage de Jean de Chaudenay ont toutes été refusées par Catherine. Quoi qu'il en soit, Catherine, avec son sale caractère, elle va charger le malheureux bûcheron et la rançon qu'il a reçue sur une monture, elle va aller jusqu'au domaine des Chaudenay, elle fera irruption à l'heure des repas dans la salle de réception et balancera au milieu du festin le bûcheron et les pièces d'or. À l'époque, cela fit tellement de bruit qu'on s'en souvient encore. Bon, plus sérieusement, l'altercation aura des retentissements. Cette histoire va se répandre dans le duché et elle a pour conséquence, sans doute, de précipiter le remariage de Catherine. En 1449, alors qu'elle a 30 ans, elle accepte la demande en mariage de son oncle, Jacques de Assouville, chevalier de son état. Le mariage est célébré à Châteauneuf, l'un des témoins est Philippot. Et je suppose que là aussi, il faut retenir son nom ? Tout à fait, Trublion. Ils vivent 2 ans à Châteauneuf avant de déménager et de s'installer à Monturil, aujourd'hui Montureux-le-Sec.
Sauf que Catherine reste Catherine. Le mariage se passe mal. Selon les témoignages, Jacques était jaloux de la dite Catherine et pour cette raison était souvent en colère ou trouble. Mais jamais dans sa colère, il ne l'avait touchée ou battue. Encore un mari jaloux? Je ne sais pas. Catherine a tendance à se replier dans ses appartements pendant plusieurs jours à la moindre contrariété. Et parfois elle est contrariée par des éléments qui échappent à tous. Et puis la belle Catherine, elle aime les hommes bien faits. Elle va d'ailleurs s'amouracher de Giraud de Parmentier. Giraud, qui est l'homme de corps et le serviteur de son mari. Et comme Catherine n'est pas une femme à qui on se refuse, elle va lui faire du rentre-dedans. Et plutôt que de vous laisser vous faire des films, je vous propose d'écouter le témoignage de Catherine rapporté dans le procès-verbal. Alors, d'une part, je vais moderniser le langage, car Issel dit celui de la dite, c'est chantant, mais c'est incompréhensible une fois lu. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous mets le texte original en description. D'autre part, si vous avez des enfants, vous devriez peut-être appuyer sur pause. Donc, je commence. Après avoir fantasmé pendant 2 ans sur le petit Giraud, et d'avoir tiré à plusieurs reprises du plaisir à sa seule pensée, Catherine décide d'être plus entreprenante avec l'objet de ses fantasmes. Et un jour, seule avec lui, l'enlaça et lui bouffa la bouche. Le résultat ne se fit pas attendre longtemps. Et son sexe étant plus dur que sa loyauté, le petit Giraud finit par prendre Catherine, séant debout contre la fenêtre. Bon, ses domestiques finiront par s'en rendre compte et menaceront de la dénoncer. Mais ce qui fait basculer la vie de Catherine, ce n'est pas ce plan cul qui ne menace pas grand-chose. Vous rappelez-vous des Chedonnay, ceux qui payaient pour faire croire à de la sorcellerie? Encore eux? Oui, n'ayant pu acquérir le château de Châteauneuf par simple mariage, ils décidèrent d'user de moyens plus simples, c'est-à-dire proposer de l'acheter. Et l'oncle de Catherine, son mari, ne voit pas d'inconvénient. Alors que Catherine, elle, s'y refuse catégoriquement. D'autant plus qu'elle est en guerre larvée avec cette famille. Sauf qu'on est à la fin du Moyen-Âge dans ton histoire et que les femmes n'ont plus trop leur mot à dire. Exactement. Il est beaucoup plus difficile à une femme de s'opposer à la vente de ses biens à ce moment-là. Et cela, Catherine ne peut le supporter. Un matin, on découvre que toutes les poules de la basse-cour sont mortes, que Guillemette, la fille du cuisinier, est morte, et que son mari est fort malade. D'ailleurs, il rendra l'âme rapidement. Catherine, ayant préparé un gâteau la veille, que seul son mari avait dégusté, et dont sans doute la petite Guillemette avait mangé les restes avant de donner les miettes aux poules, est vite soupçonnée d'empoisonnement. Et celui qui va la dénoncer, c'est Giraud de Parmentier, son amant, qui avoue être allé acheter du poison à Épinal. Catherine est arrêtée, elle est emprisonnée à Épinal également, et le procès va être rocambolesque. La Catherine choque. Et ce qui choque particulièrement, c'est qu'elle ait pu servir ce gâteau à son mari, puis tranquillement aller s'asseoir au coin du feu derrière lui, et broder en attendant de s'assurer qu'il mange bien tout le gâteau. Un autre événement va chambouler l'assistance. Giraud est invité à témoigner, et lors de son interrogatoire devant le juge, il ne trouve rien de mieux que de sortir un couteau et de se poignarder en plein cœur. Par ailleurs, après le témoignage de Valfroicourt, qui avait servi d'intermédiaire entre elle et le défunt époux pour le mariage, plus personne n'osera témoigner. Beaucoup ne viendront même pas assister au procès. Pourquoi? Voilà ce que répond Catherine à Valfroicourt. L'amitié est une bien belle qualité de chevalier, et je puis témoigner, messire de Valfroicourt, que vous l'avez poussé à un point extrême pour mon défunt époux. Vous avez tout partagé, ses joies, ses luttes, ses peines, son pain, jusqu'à sa femme. Les réputations du chevalier de la Tuilière, de messire de Courte Épée, du seigneur de Burneville, du comte de Vaudémont, ne seront pas non plus épargnés. À la fin de son procès, le curé Dompère la juge coupable de tous les chefs d'accusation, sauf un. Lequel?
sorcellerie. On est à la fin du Moyen-Âge, donc. Il est vrai que la question est posée, mais elle est reconnue innocente. Ne serait-ce que parce que l'on connaît les coupables et que cela relève plus du mauvais tour qui joue sur les superstitions qu'en croyance réelle en la sorcellerie, auquel, à l'époque, aucun clerc, aucun intellectuel ne croit, et sa condamnation va être sévère. D'une part, elle est condamnée à être brûlée vive. D'autre part, elle est condamnée à verser 1000 livres d'amende, 30 livres pour la fondation d'une chapelle expiatoire. Le château est saisi. Et comme Épinal, où elle est jugée, relève du domaine royal, elle est transférée à Paris le 13 mars 1456. Elle est traînée sur une clé de la conciergerie à la place de Grève, avant d'y être immolée par le feu. C'est fini? Non, parce que ce qui est intéressant, c'est maintenant. C'est-à-dire tout ce que cette affaire a de commun avec les procès en sorcellerie, qui auront lieu quelque temps plus tard. En fait, là où l'histoire de Catherine de Châteauneuf annonce les prémices de ce qui va se passer dans les affaires de chasse aux sorcières, c'est que lorsque l'on creuse, que la femme soit une sorcière ou pas, de bonnes ou de mauvaises mœurs, est rarement la question. Car dans ce procès, ce qui se joue, c'est avant tout un rapport de force entre le roi de France et le duc de Bourgogne. L'objectif étant pour le roi de France de confisquer la fortune bourguignonne de Châteauneuf. Et Catherine de Châteauneuf n'est absolument pas dupe des enjeux, puisque, lorsqu'on lui demande lors de son procès pourquoi les écorcheurs dont le passage ne laissait que sang et deuil n'ont pas mis à sac votre domaine, elle répond « en traitant les hommes comme des hommes et non comme des bêtes », ce qui est une réponse politique. De même, Catherine va faire parvenir au duc de Bourgogne une missive qui dit « prenez Châteauneuf et faites-en don à un homme de bien », ce qui veut dire qu'en plus, elle demande à son tuteur, le duc, de ne pas faire appel du jugement. Le jugement lui-même est une confirmation, c'est une double peine, la mort et la confiscation des biens. Mais aucun juge ne fait ça à l'époque. Une double peine, c'est soit l'un, soit l'autre, et rarement autant, d'autant plus qu'elle a des circonstances atténuantes, parce que, quitte à rappeler des évidences, vouloir préserver le patrimoine familial est quelque chose de complètement compréhensible à l'époque, et constitue en soi une circonstance atténuante. C'est son domaine familial, c'est le nom de sa famille qu'elle veut préserver. Et d'ailleurs maintenant, regardons ce qu'il va se passer après le procès. Que va-t-il se passer pour Châteauneuf après l'exécution de Catherine? Le domaine royal va mettre en vente la forteresse. Une seule personne fera une offre, une seule. Les Chedonnay? Non, pas du tout. Oublie les Chedonnay, ils ont perdu. Catherine a gagné. C'est le duc de Bourgogne. Et il fera une offre particulièrement basse, risiblement basse, ridicule. Et tous les seigneurs qui pourraient avoir eu des vues sur cette forteresse se passeront bien de faire une offre, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à interférer dans les affaires qui opposent le roi de France et le duc de Bourgogne. Et dès que le duc de Bourgogne acquiert le bien, il le refile à un fidèle, Philippot, le fameux témoin de mariage de Catherine et son défunt époux. Donc Catherine de Châteauneuf n'est qu'une victime? Non, ça c'est une vision qu'en aurait Mona Chollet, qui voit la chasse aux sorcières comme un joyeux féminicide. Ou d'une Sandrine Rousseau disant préférer les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des ERP. Enfin, ça serait la position de femmes qui enferment les femmes dans un statut d'éternelle victime. Mais Catherine n'est pas une victime. Elle refuse sciemment de se repentir et décide de rester fidèle au duc de Bourgogne, de défendre sa politique vis-à-vis des écorcheurs, d'assumer son acte. Ça veut dire aussi qu'elle décide sciemment d'être condamnée afin de sauver l'honneur de sa famille. Non, Catherine n'est pas une victime, mais un grand seigneur. Et autant dans ma première vidéo sur les sorcières, je dressais un simple constat. À l'époque, on accusait de sorcières comme aujourd'hui on traite les gens de fachos, nazis ou racistes. Dans cette vidéo, je vous indique la conduite qu'a tenue Catherine de Châteauneuf. Parce que si l'on vous traite de sorcière, ou à l'inverse de facho, la bonne défense n'est pas de dire que l'on est une pauvre sorcière incomprise, victime de la société, mais de tenir ses idées coûte que coûte, parce que l'on est sûr de nos valeurs.